J'ai construit ce cycle de films, non pas tout seul, mais en m'inspirant de l'exposition qui est présentée dans le musée en ce moment, d'après l'Antique. Et on s'est posé cette question de la survivance de l'Antique au cinéma sous un jour un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on a évité de montrer des péplums, c'est-à-dire des films qui prennent explicitement en charge la question de l'Antiquité, mais sous une forme peut-être anecdotique, pour se demander s'il n'y avait pas des traces plus profondes laissées par l'Antique dans le cinéma. De mon point de vue, il y a une certaine naïveté à considérer le rapport à l'Antique dans les reconstitutions historiques, dans les péplums, pour la bonne raison que les péplums ignorent le fait que l'image cinématographique a une épaisseur et que le spectateur du film n'est pas un spectateur intemporel ou un spectateur contemporain des figures de l'Antiquité qui sont représentées à l'écran, mais sont des spectateurs du XXe siècle. Donc il y a une espèce de naïveté qui consiste à croire que l'objet apparaît indépendamment du médium qui le transmet et du spectateur qui le regarde. Alors nous, on a plutôt cherché à chercher dans le cinéma qui a complètement oublié son origine, ses origines, c'est-à-dire dans le film noir, dans le western, des traces de l'Antiquité, c'est-à-dire des traces qui relèvent plutôt des grandes structures du récit ou des persistances de figures inspirées de la mythologie, plus que de la référence explicite à la reconstitution du passé. Alors je peux donner des exemples de ça. Alors les exemples sont plus ou moins analogiques et plus ou moins subjectifs, mais par exemple quand on retrouve dans les chasses du comte Zaroff la trace du mythe d'Actéon, c'est-à-dire du personnage du chasseur qui est transformé en cerf pour avoir surpris Diane au bain, le mythe antique véhicule quelque chose sur le sacrifice humain, c'est une construction narrative autour du sacrifice humain. Et c'est ce qu'on retrouve dans les chasses du comte Zaroff, avec le Zaroff qui organise des naufrages autour de son île, qui donne l'hospitalité aux naufragés et qui ensuite les transforme en gibier humain. Il les lâche à l'intérieur de son île et il les pourchasse. Et ça, c'est une sorte de réminiscence qui n'en porte pas le nom du mythe d'Actéon. Alors on pourrait multiplier les exemples comme ça. Dans Macadam à deux voix, c'est Tool and Blacktop, le film de Monty Hellman, qui est un film assez rare, qui est rarement projeté en France. C'est l'histoire de deux garçons qui écument l'ouest des États-Unis à la recherche des courses de stock car. Et le film se termine avec une sorte d'accident de la route allusif. On voit l'image se mettre à trembler et on voit la pellicule qui brûle. La dernière image, c'est la pellicule qui brûle. Et ça, je pense que ça renvoie lointainement au mythe de Phaéton, le cocher céleste, qui est brûlé par la lumière du soleil au cours de son ascension dans le ciel. Alors, je ne suis pas absolument sûr que Monty Hellman ait pensé au mythe de Phaéton, mais on assiste à ces phénomènes assez surprenants de persistance souterraine de la mythologie antique dans tous les récits modernes qui constituent notre horizon culturel, et le cinéma est au centre de cette culture. Et donc les mythes font leur chemin souterrainement à l'intérieur du cinéma, narratif ou non narratif, et c'est ça qu'on a essayé de montrer à l'intérieur de ce cycle. Certainement, la persistance des mythes au cinéma passe par un répertoire de figures, par la reprise d'un certain nombre de récits, mais ça passe aussi par des éléments purement plastiques, et notamment par l'utilisation de la lumière. Siegfried Kracauer, qui est un historien du cinéma allemand, qui a écrit dans les années 20 dans le Frankfurter Zeitung, et puis qui a émigré aux États-Unis, qui a continué à travailler aux États-Unis, écrivait dans sa Theory of Film, donc qui n'a jamais été traduit en français, que la tragédie au cinéma était liée à l'artificialité, qu'il y avait dans l'usage des couleurs artificielles ou des lumières très antinaturelles, la tragédie trouvait au cinéma un moyen de s'exprimer. C'est exactement ce qu'on voit dans Duel au soleil, le film de King Vidor produit par Selznick, avec un usage des rouges absolument extravagant, et le
le film est tourné dans le désert de Sonoma, en bas dans le sud de l'Arizona, et le désert est éclairé avec des lumières rouges sanglantes. Il utilise des filtres rouges pour éclairer le désert. Et on dit même que les cactus du désert avaient été peints pour donner un effet plastique plus antinaturel. Et cette recherche systématique de l'artificialité qui est servie par le recours au Technicolor, j'ai eu l'occasion de voir une copie nitrate du film. On a vraiment l'impression que la couleur suinte de l'écran, qu'elle vient un peu comme devant une œuvre de Turrell, hein, qui est installée pas loin du désert de Sonoma, d'ailleurs pas loin de l'endroit où King Vidor a tourné Duel au soleil. Et on a vraiment l'impression d'être devant non pas un espace naturel, mais devant un espace entièrement reconstruit, un espace entièrement artificiel. Et si Duel au soleil garde la trace de la tragédie antique, ça passe beaucoup par cet usage de la très antinaturel des couleurs. Et on pourrait dire la même chose de Soudain l'été dernier, de Mankiewicz, où Mankiewicz utilise la surexposition des lumières très blanches pour dire la révélation de la tragédie, la révélation du mythe qui passe par cet usage de l'intensité lumineuse. Alors la séance qui a été la plus compliquée à concevoir et qui est la plus excitante du point de vue de la programmation, c'est certainement la dernière, le 19 novembre, qui est constituée d'un ensemble de fragments de films qui viennent de la collection de la Cinémathèque d'Amsterdam. La Cinémathèque d'Amsterdam est une archive relativement petite par sa taille, et donc ils ont conserver et restaurer les fragments que les autres cinémathèques, pour des raisons de logistique, n'arrivent pas à conserver. Et donc ils ont constitué cette collection de fragments qui est simplement numérotée, de films de non-fiction ou de fiction, qui durent jamais plus de 3 minutes et qu'ils ont enchaîné sur des bobines. J'ai passé des journées à regarder ces fragments et en me disant que dans ces courts extraits de films, on pouvait trouver des formes figuratives, isoler des formes figuratives qui renvoyaient à quelque chose de très archaïque dans la culture visuelle occidentale. Et on va organiser avec cet ensemble de fragments une multiprojection, et on a demandé à un musicien techno de New York qui s'appelle DJ Spooky de venir accompagner ou interpréter ces films en direct. Et je crois que j'aime beaucoup l'idée de faire accompagner les films par des musiciens minimalistes ou par des musiciens venant de la scène techno, parce que je crois que dans la musique, dans les musiques de type hypnotique ou qui reposent sur des rythmes lancinants, il y a quelque chose qui permet d'isoler le regard en face des images. C'est ce type de musique qui permet le mieux de transmettre les images, à mon sens. Alors cette séance est assez hasardeuse, mais elle a été... on a mis beaucoup de temps à la monter et j'espère que ça donnera le résultat qu'on en attend, c'est-à-dire de voir ressurgir le passé des images de cinéma. Aby Warburg, qui est un historien de l'art allemand qui est mort en 1929, dans la dernière partie de sa vie, a conçu un projet, ce qu'il appelait une histoire de l'art sans texte, qu'il a intitulé Mnemosyne, dans laquelle il essayait de retracer le parcours des formes à travers l'histoire de la culture visuelle